Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black, tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de l'éditeur Gale Force 9, un jeu de 2017, Firefly Adventures. Ce jeu fait suite au premier jeu de la série Firefly, qui était Firefly The Game, où il était question d'aller récupérer des missions, différentes des cargaisons, des informations, et de les délivrer à un autre endroit. On était un jeu qui se passait dans l'espace, un petit peu à la Star Wars bordure extérieure. Dans Firefly Adventure, nous allons jouer les différents héros de la série, mais cette fois sur les missions qu'ils accomplissaient sur les différentes planètes. Donc là, on ne parlera plus du tout de l'espace. Donc le premier jeu était dans l'espace. Le deuxième est les missions qu'il faisait sur les différentes planètes. Alors dans cette boîte de base, on va retrouver 5 héros, que sont Malcolm, Zoé, Walsh, Jane et Kylie. Il existe 2 autres extensions qui vont ajouter les autres personnages de la série, c'est-à-dire Shepard et Irana pour une extension, qui ajoutera également 4 scénarios et un petit peu de matériel. Et l'autre extension, il s'agit de Simon et de River, sa sœur, qui ajoute également 4 nouveaux scénarios et un petit peu de matériel. Donc c'est un jeu avec des figurines, les figurines de nos héros, qui ont deux modes de jeu. Je vous expliquerai tout ça après. Et on a ce qu'on va appeler la population locale, les goons. Alors après, vous le traduisez un petit peu comme vous voulez, qui seront les cow-boys. Vous en avez par ici, on les reverra après en détail, ou les thugs, les voyous, qui ont également une autre couleur pour les reconnaître. L'originalité de ce plateau de jeu, c'est que les petites boîtes qui nous servent également de rangement servent aussi pour un décor en 3D. Alors bien évidemment aujourd'hui on a beaucoup mieux en décor 3D, néanmoins je trouve ça très immersif et très sympa. Faut pas oublier que ce jeu date de 2017, donc des jeux avec des décors 3D il n'y en avait pas beaucoup, et c'est un jeu, je vais vous en parler tout de suite, qui coûte aujourd'hui 44 € chez Philibert. Concernant les figurines du jeu, vous avez les héros en 2 couleurs, grise et en vert. En grise, c'est lorsque la personne n'est pas soupçonneuse, elle est décontractée, elle est comme dans la vie de tous les jours. Et quand elle passe en vert, ce qu'on appellera le mode héroïque, dans ce cas-là, on changera la figurine, on prendra la figurine en vert pour montrer sur le plateau que cette figurine agit en mode héroïque. Je vais vous expliquer bien sûr par la suite la différence entre le mode normal et le mode héroïque. Alors pour ma part, moi j'ai peint les figurines de héros. Donc j'ai fait, lorsqu'ils sont en mode normal, ils sont cerclés de vert. Lorsqu'ils sont en mode héroïque, cerclés de rouge. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de les peindre. Vous pouvez très bien jouer comme ça, parce qu'elles ont déjà 2 couleurs de plastique différents. Ici, on va dire en violet clair, vous avez les thugs, les voyous. Et ici, vous avez les cow-boys. Dans le jeu, lorsque je vous expliquerai les règles, ces ensembles de figurines, c'est-à-dire les cow-boys et les thugs, je vais les appeler les goons. Donc je vous expliquerai également leur fonction dans le jeu. Comme dans beaucoup de jeux Ameritrash, nous avons bien sûr des fiches de personnages. Je vais y revenir après en détail. Vous avez différentes cartes. Pareil, j'y reviendrai en détail. Différents jetons. Comme tout bon Ameritrash, vous aurez des dés, lesquels je reviendrai également en détail. Et nous aurons ici, pour ce jeu-là, des segments
ce qu'on appelle des segments de temps, qui vont former une piste de temps. Voilà, c'est une mécanique que je trouve assez originale, et bien évidemment, je vous l'expliquerai en détail lorsque je vais vous expliquer le jeu. Donc mon explication va se passer en deux temps. La première, je vais vous expliquer les fonctionnements de base du jeu. Et dans la deuxième partie, on prendra l'exemple d'un scénario, tout simplement parce que c'est le scénario qui va fixer après les règles de mécanique du jeu. Pour ceux qui sont habitués au premier jeu, Firefly The Game, qui se passe dans l'espace, vous verrez, vous allez retrouver beaucoup de similitudes sur les cartes d'équipement, sur les challenges, sur les icônes. Ce sont exactement les mêmes icônes que dans le premier jeu. Donc le but de la mission sera d'effectuer un job, un travail, comme dans le jeu de base. Donc vous incarnez un groupe d'aventuriers qui est à la recherche de petits boulots pour gagner leur vie, tout simplement. Alors, comment se compose une carte de personnage, ou un petit plateau, hein. C'est un carton qui est assez épais, qui est, ma foi, de bonne qualité. Vous allez retrouver le nom, ici Kaylee, le mode dans lequel elle est, actuellement c'est en mode normal, donc elle a sa figurine qui est en mode normal. Donc moi j'y ai fait un petit cerclage vert, hein, pour la reconnaître facilement. Et si on la retourne, là, elle est en mode héroïque. Alors c'est signifié ici par l'étoile, et on le voit également ici. Derrière elle, hein, elle a une étoile. Et dans ce cas-là, sur le plateau, quand elle sera en mode héroïque, on prendra sa figurine cerclée de rouge. Alors ce que je vais faire, je vais retourner en fait les deux cartes pour vous montrer un petit peu les différences, hein, comme je peux pas retourner, je peux pas avoir l'autre face de Kelly comme ça. La différence entre un mode normal et un mode héroïque, par rapport au plateau de jeu, on remarque quoi? On remarque qu'on n'a pas les points de vie qui apparaissent ici, hein. Alors le point de vie, le nombre de blessures que l'on peut recevoir avant d'être au sol, d'être à terre. Alors que dès qu'on est en mode héroïque, forcément on va être en mode action, qui peut attirer l'attention. Donc dans ce cas-là, on va avoir des points de vie, hein, le nombre de blessures que l'on peut encaisser avant d'être au sol. Ce qu'on peut remarquer aussi, vous voyez, côté normal, casual, on a des actions, je vais vous expliquer après tout ça, et lorsque l'on est en mode héroïque, on a d'autres actions. On ne peut pas tout faire des actions. Et notamment les actions de combat, on ne peut les faire qu'en mode héroïque. Si je prends cet exemple, pour Wash, vous voyez ça c'est une action de déplacement. Il peut bouger jusqu'à 3 cases. En mode normal, il bouge de 3 cases. En mode héroïque, pour la même action de déplacement, il bougera de 4 cases. Ensuite, qu'est-ce que l'on retrouve sur ces fiches de personnages? Alors bien sûr, ils vont avoir des actions. Par exemple, on voit qu'ici, ils ont la même action, ils peuvent se déplacer. Après, suivant leurs compétences, ils auront des actions différentes. Et ça, c'est valable pour tous les personnages. C'est ce qui est bien dans ce jeu. Chaque personnage a ses compétences. Pour ceux qui connaissent la série, Wash, c'est le pilote, hein, du Serenity. Kaylee, c'est la mécanicienne. Donc vous verrez qu'on a besoin d'avoir un petit peu tous les personnages pour réaliser une mission. Donc ici, elle a des compétences techniques. Wash a compétences combat, négociation et technique. Il est polyvalent, il fait un peu de tout. Je reparlerai après de ces compétences et à quoi elles vont vous servir. Ensuite, je vais vous parler des compétences des goons. Donc les goons, hein, je dis, ce sont les cow-boys et les thugs, les voyous. Donc eux, pareil, ils auront, alors c'est une IA, hein, personne ne joue les goons dans ce jeu, il y a une IA qui les fait bouger. Donc leurs actions sont décrites lorsqu'ils auront à jouer. Il faut savoir que ces personnages, les goons, jouent uniquement lorsqu'ils ont un membre d'équipage en ligne de vue qui est en mode héroïque, c'est-à-dire qui est en mode en gros soupçonneux.
tant que les membres d'équipage restent en mode normal, casual, hein, ils ne les remarquent pas plus que ça. Hein, parce que bien évidemment, sur le plateau, on va ne voir que les figurines du jeu, mais on considère qu'ils sont dans une petite ville et qu'il y a d'autres personnes. Donc ils ne vont pas spécialement remarquer nos membres d'équipage, sauf si justement ils font des actions un peu bizarres, sortir un flingue, tirer, voilà. Donc tant que c'est en ligne de vue et que nos personnages sont en mode héroïque, dans ce cas-là, eux seront alertés et interviendront dans le jeu. Je vous expliquerai tout cela également plus tard. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les actions d'une carte personnage. Alors, je ne vais pas vous les détailler, ça n'a pas d'importance puisque chaque personnage a des actions différentes, à part se déplacer, ils peuvent se soigner. Par exemple, ici, elle peut bouger Wash le pilote, mais si on prend... hop, voilà. Si on prend Malcolm, lui, il peut bouger n'importe quel membre d'équipage de 2 hein, pour une action. Donc ils ont tous vraiment des actions spécifiques à part se déplacer. Vous remarquez un petit symbole ici. C'est du temps. C'est-à-dire chaque action va compter des unités de temps. Donc ici, par exemple, pour se déplacer de 3 maximum, ça prendra 2 unités de temps. On reviendra après sur la piste du temps. Voilà. Ici, ça prendra 1 unité de temps plus 2 et ça explique, voilà, lorsqu'elle est à couvert, les actions héroïques quand elle tire, finalement, sont comptées comme normales. Hein, c'est-à-dire il y a un coup de feu qui part, mais on ne la voit pas, elle est cachée. Donc en fait, c'est comme dans une foule, on entend un coup de feu, les gens vont se retourner, ne vont pas forcément voir. Donc elle ne va pas forcément après être ciblée par les goons. Voilà. Et par exemple, ici, elle peut soigner d'1 point de vie pour 2 unités de temps, à condition qu'elle soit en dehors des lignes de vue des goons. Parce que si on veut soigner, alors qu'on est en ligne de vue des goons, soigner quelqu'un avec du sang comme ça, c'est suspect, donc derrière, elle passerait en mode héroïque. Voilà. Et il y a aussi possibilité d'assister l'action d'un autre membre d'équipage. Hein, en gros, c'est assister à un test. Hein, donc en général, elle assiste, c'est quand elle a des compétences qui vont avec le test de la personne, mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et si on prend par exemple sur l'autre face, donc ça, c'est une compétence de combat. Brawl, ça veut dire que ce sont des attaques de mêlée, hein, des combats au corps à corps. Il faut que notre ennemi soit adjacent. Quand il n'y a pas marqué Brawl, c'est forcément une attaque à distance. On reviendra après sur ces différentes attaques. Chaque mission va être constituée d'une durée, c'est-à-dire un temps maximum pour réussir la mission. Cette durée, c'est ce que je vais appeler la piste de temps, la timeline, sera constituée de segments. Ça, c'est un segment de 10 unités de temps. On le verra après, lorsque je préparerai une mission. Le texte de la mission, la mise en place, nous dit combien de segments de temps nous devons placer, combien d'unités de temps l'équipage a pour réussir sa mission. Ce qui est important à ce jeu-là, c'est qu'on ne va pas forcément, tous les membres d'équipage, même ses adversaires, ne vont pas jouer à intervalles réguliers au niveau des temps. C'est-à-dire, Zoé fait une action, après c'est à l'autre, après c'est à l'autre, après c'est à l'autre, ainsi de suite. Non. Celui qui pourra jouer, donc fera toujours 2 actions maximum, c'est celui qui sera le plus en retard sur la piste du temps. Un exemple. Ici, Malcolm, donc Mal, est le plus en retard sur la piste du temps. C'est lui qui va pouvoir jouer. Admettons qu'il décide de faire un déplacement, il va avancer de 2 temps, donc il fait 1 et 2, et il fait quand même sa deuxième action, même si c'est plus le dernier. Et il va faire sa deuxième action, admettons, il décide de se soigner d'1 point de vie, il est en dehors des lignes de vue des goons. Ensuite, ce sera à Zoé de jouer. Maintenant, admettons qu'en dernière position, on soit comme ça, c'est-à-dire qu'il y ait 2 jetons qui sont sur la même case. Celui qui devra jouer, c'est celui dont le nom apparaît. Alors ça, c'est extrêmement important, puisque je vous avais parlé tout à l'heure, donc là, je l'ai mis en mode héroïque, mais je vais la reprendre, par exemple, ici. Vous voyez, ils ont une fonction tous les deux d'assister un autre membre d'équipage
sur un test. Alors, bien évidemment, pour assister un autre membre d'équipage sur un test, il faut être adjacent à ce membre, hein. Bon, ça, ça paraît logique. Par contre, pour assister, pour faire cette action-là, donc assister, il faut savoir que c'est quelque chose que l'on joue lorsque ce n'est pas notre tour de jouer, hein. C'est à Zoé, on va reprendre ça comme ça. C'est à Zoé de jouer. Elle fait une action. Elle veut être assistée par... enfin, Mal décide de l'assister. Je vous reparlerai après tout ça, comment ça fonctionne exactement. Derrière, Malcolm pour assister, même si ce n'est pas lui qui est ici. C'est-à-dire, admettons, je sais pas moi, elle fait un test pour déverrouiller une porte. Ben, ça lui prendra tant d'actions. On verra aussi après ces jetons, comment on fait pour... enfin, sur les jetons, ce qui est écrit pour déverrouiller une porte. Admettons que pour déverrouiller une porte, ça lui prend 3 actions, et que derrière, Mal décide de l'aider à ouvrir cette porte. Ben, par exemple, admettons que ce soit 4 actions, 4 unités de temps pour Zoé, elle fera 1, 2, 3, 4. Et Mal, lui qui l'a assisté, même si ce n'est pas lui qui a fait l'action, ça lui a pris 2 unités de temps. C'est logique. Il l'aide quelque part. Donc il avancera de 2 unités de temps. Un point important. Hop, je vais en prendre d'autres. Zoé décide de faire une action. Malcolm n'apparaît pas sur la piste de temps. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas disponible. Il ne peut pas aider. Il ne peut pas assister. Les seuls qui peuvent assister Zoé, à condition d'être adjacents, c'est Kaylee et Wash. Ceux dont le jeton est recouvert ne peuvent pas assister. On considère qu'ils ne sont pas disponibles. Ça, c'est également un point important. Alors, c'est une petite mécanique de jeu, moi, que je trouve vraiment très très sympa. Ensuite, lorsqu'ils sont en mode héroïque, ils risquent d'être repérés par les goons, hein, donc soit les thugs, soit les cowboys. Dans ce cas-là, si jamais ils viennent à être repérés, je vous expliquerai après un peu plus tard dans le jeu quelles sont les conditions pour qu'ils soient repérés. Donc déjà, il faut passer en mode héroïque, mais enfin, l'autre condition, c'est qu'ils soient aussi dans la ligne de vue d'un goons. Dans ce cas-là, on va prendre le jeton. Admettons que ce soit un thug qui ait repéré Zoé qui soit passé en mode héroïque. Dans ce cas-là, on viendra, une fois que Zoé aura terminé ses actions, on viendra placer le thug. Admettons, hop, elle a joué, elle fait ça. On viendra passer le thug sur le jeton de celui qui est le plus bas sur la piste. Ce qui veut dire qu'une fois que Zoé aura terminé de jouer, c'est le thug tout de suite qui va s'activer. Alors là, le thug, vous avez un côté thug et vous avez un côté avec le type de thug. Parce que si on prend les cartes thug, donc elles ont un côté avec leurs actions, mais on peut avoir dans certains scénarios des effets de jeu qui nous demandent d'en mettre des particuliers. Voilà. Donc punk, voilà. Ça permettra aussi, quand vous avez plusieurs thugs sur le plateau, ils ont chacun un jeton. Parce que si on met texte sur thug, ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra activer tous les thugs. Ben non. En fait, ils ont tous des noms différents et ça permettra de voir à quel moment ils jouent. Donc, admettons, Punk a fait ses actions, alors, sont les mêmes, hein, quel que soit le thug, sont les mêmes. Donc, dans un premier temps, bah, s'il peut faire ça, il le fera. S'il ne peut pas, il fera cette action. Mais ça prend aussi du temps. Hein. Admettons qu'il se déplace, on avancera de 3. 1, 2, 3. Derrière, il refait une deuxième action. Soit il peut faire celle-là. Si ce n'est pas possible, il refait ça. Et on redéplace de nouveau de 3. 1, 2, 3. Voilà comment fonctionne la piste du temps. C'est la mécanique essentielle du jeu. Alors maintenant, je vais vous montrer différentes composantes du jeu. Alors, sur les jetons, vous avez ici des jetons techniques, technologie. Vous voyez, ça correspond à des symboles, des compétences qu'ont les membres d'équipage. Et celui-ci, c'est négociation. On le retrouve aussi ici. Lorsque l'on aura ces jetons sur le plateau et qu'on se trouvera dans un emplacement où il y a ce jeton, on aura possibilité de faire un test de compétences. Donc bien sûr, les tests sont face cachée. Admettons que Mal veuille faire un test de négociation. Donc il va piocher une carte avec le même symbole. Et on va regarder la carte. Il y aura toujours 2 options. Hein, là, c'est le mot de passe.
Il y aura toujours deux options. Donc là, il a la possibilité, en dépensant 2 temps, de faire un jet de persuasion, et il doit faire 7 ou plus pour le réussir, ou 3 temps. Il peut dépenser 3 temps pour faire un geste de corruption à 9. S'il rate, il y a des conséquences. Ça veut dire, par exemple, ici, tous les membres d'équipage qui sont en ligne de vue doivent passer en mode héroïque. Alors pourquoi? Parce que dès qu'on est là-dessus, souvent, ce sont des jetons qui vont se retrouver près d'autres personnages, souvent près des cow-boys ou des thugs. Si on réussit, il descend sur la piste de temps de 1. Il faut savoir que quand on fait de la corruption, uniquement sur bribery, corruption, on peut payer 100$ pour avoir plus 1 au test. Si on paye 200$, plus 2, etc. Alors, effectivement, vous voyez ici, pour faire le test, on doit jeter un dé, 6 faces, et on doit faire 7. Ouais, bah c'est compliqué, avec un dé de faire 7. Alors, si on prend mal, alors pour ceux qui connaissent le premier jeu, hein, Firefly Games, dans l'espace, c'est exactement pareil, hein, c'est exactement la même mécanique. Donc déjà, lui, il a cette compétence, ce qui veut dire qu'il aura déjà plus 1 à son test. Mais il ne jette qu'un dé. Donc il va jeter un dé. Donc admettons qu'il passe en 3. 3 et un 4, il rate le test. Dans ce cas-là, on va appliquer ça. Ce dé a 2 faces particulières, l'équivalent du 1 et du 6. Le 1, c'est ce qu'on appelle une malchance. Donc derrière, ça compte comme 0. Et dès qu'on fait, même si, admettons, sur un test, on peut jeter plusieurs dés, hein, puisqu'il y a des tests où on pourra jeter plusieurs dés, ce sera noté, hein, il y aura le nombre de dés décrit. Dès qu'on fait une malchance, c'est 0, c'est raté. Par contre, si jamais on vient à faire ce qu'on appelle la phase Firefly, c'est le symbole du vaisseau Serenity, ça compte comme un 6 et on peut rejeter le dé. Donc j'ai déjà 6, plus un 7. Alors sur celui-là, ça ne vaut pas le coup de rejeter, mais admettons qu'il fallait faire 8. Donc déjà j'ai 6 et 1, 7, plus 2, 9. Et dans ce cas-là, le test est réussi. Ce qui veut dire que dans ce jeu, en fait, même si on est très bon dans une compétence et qu'on n'a pas de chance, on la rate. Et même si dans une compétence qui paraît au-dessus de nos forces, il peut toujours y avoir cet exploit héroïque en refaisant un Firefly. Donc voilà, on devra toujours choisir entre deux. Hein. N'oubliez pas, sur tout ce qui est bribery, corruption, hein, derrière, en gros, on peut payer des dollars pour augmenter le nombre de points qu'on rajoute au test. Par exemple, celle-là, si vous donnez 800$, ça fait cher. Hein. Si vous donnez 800$, à moins d'avoir la face malchance, vous êtes sûr de le réussir. Donc ça, c'est pour ces jetons-là, ce qu'on appelle la négociation. Il y a d'autres jetons, où là, on est sur de la technologie, ou mécanique, ou tout ce qu'on veut. Donc soit on trouve effectivement ce jeton dans un bâtiment. Donc là, pareil, on piochera, on viendra piocher une carte, et derrière, on fera une des deux actions. Hein, donc vous voyez, là, c'est pas forcément de technique. Là, ça peut être de la persuasion. Alors, un petit point que je n'ai pas vu sur la première carte, mais là, je vois, donc je vais vous en parler tout de suite. Ici, donc, ça prend 3 temps. Ici, ça prend 2 temps. Mais par contre, il faut passer en mode héroïque pour pouvoir faire ça. Hein, vous avez le petit symbole héroïque qu'on retrouve là. Voyez, derrière, là. Ça veut dire que cette action, si vous la faites, vous passez en mode héroïque. Mais admettons, elle a décidé de ne pas passer en mode héroïque, parce que c'est quand même moins dangereux, même si les actions sont moins intéressantes. Donc elle devra faire un test. 3 unités de temps, elle jettera un dé, elle devra faire 7, sachant qu'elle a déjà 3. Donc un 4 lui suffira. Hein, par contre, là, à partir du moment où il n'y a pas marqué bribery, on ne peut pas payer pour des dollars pour avoir des points en plus. Par contre, si on regarde, elle, pour un temps plus 2, elle peut éventuellement rejeter le dé. Ou un dé s'il y avait plusieurs dés. Donc ces tests-là, on les retrouve avec ces jetons-là.
On a aussi une autre possibilité, hein. Vous voyez, alors là, effectivement, en mode héroïque, on est sur la négo, donc c'est plus ce jeton-là, sauf que ça apparaît sur ces cartes bleues. Autre chose, là où on peut aussi avoir justement des tests à faire, alors ce sera essentiellement pareil, hein, du bleu, éventuellement quelques verts, c'est plus rare, c'est sur un terminal. Sur un terminal, quand vous trouverez un terminal dans un bâtiment, derrière, même s'il n'y a pas ce jeton-là, vous pourrez faire un test, autant de tests que vous voulez d'ailleurs, hein, mais vous pourrez faire un test. Ça compte comme une action, même si ce n'est pas référencé ici, ça compte comme une action, et ce sera un test de mécanique systématiquement. Ça, en fait, ces terminaux, pardon, vous les trouverez, ce sera décrit dans la fiche de mission, de job. Hein, s'il n'y a pas de terminaux, il n'y a pas de terminaux. Et ensuite, autre point où on peut avoir les compétences, c'est lorsque vous trouverez devant une porte, une caisse ou particulier, vous aurez des jetons. Vous pourrez trouver un jeton comme ça. Alors ces jetons, pareil, hein, ils sont définis dans la mise en place de la mission. Hein, ce n'est pas quelque chose que vous avez à chaque fois. Donc derrière, admettons qu'Ellie arrive devant une porte, elle veut essayer de l'ouvrir. On va retourner le jeton. Et là, par exemple, ça coûtera 2 points d'action et elle passera en mode héroïque. Elle devra faire un jet de force brute, donc elle n'a pas le symbole. Il faut faire 6. Par contre, hein, si elle fait un Firefly, c'est réussi. Pour réussir à déverrouiller le coffre, la caisse, peu importe. Voilà. Donc dans ces conditions-là, on peut se retrouver aussi à faire des tests. Alors, hein, si on prend, hop, on va retirer celui-là. Vous voyez ici, c'est un test de tech. C'est du hacking, donc on suppose que c'est un petit boîtier électronique pour ouvrir une porte, une caisse. Ça coûte 2 unités de temps. On fait un test à 7. Et celui-là, en fait, celui-là, on retourne. Et puis très rapidement, on a réussi à l'ouvrir. Ça ne nous a pas pris de point d'action. Donc tout ça, ce sera défini dans la composition de la mission. C'est pour ça qu'il y a des règles de base que je vous explique. Et ensuite, en fait, ce qui fera vraiment les règles du jeu, ce sera la mission. C'est les conditions un petit peu de comment va fonctionner le jeu. Ensuite, nous avons également des cartes équipement. Hein, donc des cartes équipement. Alors bien sûr, elles ont un nom, il y a un petit texte. Hein, qui vous dit en gros à quoi elle sert la carte. Hein. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Hein. On ne vous raconte pas que ce truc-là, on l'a trouvé à tel endroit pour faire ça. Non. En fait, il y a directement ce qui s'applique. Et en bas à droite, vous avez le prix. Il faut savoir que si vous jouez une mission comme ça en one-shot, vous pouvez vous équiper pour 3000 $. Si vous faites un mode campagne, c'est-à-dire vous enchaînez les scénarios, derrière, vous aurez 2000 $ au départ pour vous équiper. Et ensuite, quand vous passerez à la mission suivante, si vous réussissez bien sûr la première mission, le premier job, derrière, vous aurez ce que vous aurez trouvé dans la mission. Hein, vous ne récupérerez pas de nouveau d'argent. Hein, donc bon, ça je ne vais pas le détailler, mais bon, il y a dans la mise en place, vous verrez, on retourne 4 cartes, on prend ce qu'on veut, puis dès qu'on achète une carte, on la remplace. On a possibilité de payer pour remplacer toutes les cartes. Voilà, donc vous voyez, il y en a qui vous donnent une aide pour certaines actions. Hein, par exemple, pour tout ce qui concerne les tests techniques, technologiques, vous avez un +1. Là, ça vous donne +2 en négociation. Là, +1 en combat, là, +1 en technique et en négociation. Vous voyez aussi que quand vous les utilisez, ça peut vous prendre du temps. Voilà. Donc vous voyez ici par exemple, là, pour combat à distance, ça vous donne 3D. Donc c'est un truc de dingue. 3D, par contre, ça vous compte 5 points, 5 temps d'action. En action héroïque, hein, c'est un fusil de sniper. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est le bonnet de Jen. Alors, n'importe qui peut avoir le bonnet de Jen, même si c'est son bonnet. Donc je pense qu'il ne sera pas content hein, si vous lui piquez. Voilà, hein, et son bonnet. Je vais m'arrêter là dans les explications de base. Après, il y a d'autres petits trucs, mais bon, sincèrement, ça se trouve facilement dans la règle. Alors, si, juste un petit point. Le jeu est en anglais. Le jeu est en anglais, mais... Là. Alors déjà, dans la boîte, vous allez retrouver vous avez une règle en anglais, mais elle a été revue. Donc vous pouvez la télécharger sur le site de Gale Force 9. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai traduit la règle, la dernière règle, la mise à jour. Hein. Voilà. Donc vous voyez, j'ai repris les illustrations, tout ça. Donc il va falloir que je demande, avant de la publier sur Board Game Geek,
Je vais demander l'autorisation à Galforce 9. Alors, normalement, il n'y a pas de raison, hein. Avec les Américains, j'ai jamais eu de souci pour diffuser les traductions de règles. Au contraire, la plupart du temps, ils sont très contents. Alors, des fois, ils me demandent de rajouter, comme avait fait Battle System, de rajouter qu'il y a un copyright dessus. Et voilà. Alors, vous inquiétez pas, il y a 37 pages. C'est pas très compliqué. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai fait pareil, une espèce d'appendice où vous pouvez retrouver les petits trucs. 37 pages, alors je vais vous expliquer pourquoi il y a 37 pages. Parce que moi c'est en A4. Et le problème des règles, souvent on se retrouve ça, notamment avec Cool Mini or Not. Donc on se retrouve avec des règles, sur une page vous avez deux parties. Sauf que là sur du A4 ça tient pas. Donc soit j'essaye de faire comme ça, mais sur du A4 ça va être un peu plus compressé, un peu moins lisible. Donc j'ai décidé de faire une colonne sur du A4. Bon, les missions, je verrai, je vais les traduire aussi, mais c'est pas très très compliqué. Hein, puis l'anglais qu'il y a sur les cartes, vous n'aurez jamais beaucoup de texte. Alors comment est composée une fiche de mission, de job? Donc vous avez la carte, le plateau. Hein, alors ce sont des tuiles, hop, vous voyez, ce sont des tuiles, vous avez 6 tuiles en tout dans le jeu qui sont recto verso, hein, avec des décors différents. Vous avez des bâtiments. Alors les bâtiments, alors ça vous sert aussi de rangement, hein. Les bâtiments sont numérotés, vous avez des portes, donc vous les placez selon votre plan. Donc ça doit être comme ça, je crois, ouais, c'est ça. Donc ensuite, on nous dit, on joue avec 5 membres d'équipage, le temps 50, sachant qu'un segment de temps c'est 10, vous allez mettre 5 segments de temps. J'ai placé mes 5 segments de temps, hein, pour aller jusqu'à 50. Ce qui est dit ici, c'est que on rajoute plus 10 unités de temps, donc un segment, si on joue à moins de 4 membres d'équipage. Ensuite, le setup, donc mélanger les jetons numérotés et placez-les face cachée. Alors moi je les mets dans un petit sac. Alors j'en prends autant que de bâtiments, donc il y a 10 bâtiments sur le plateau, donc j'en prends 10. Ensuite, il est écrit pardon, placer un jeton terminal au centre du bâtiment numéro 7. Donc le bâtiment numéro 7 est ici, je place un jeton terminal. Donc grâce à ça, je pourrais faire des tests de technologie, mécanique. Hein, à chaque fois que je serai à cet endroit, je pourrais faire un test, pour une action bien évidemment. Hein. Et puis voilà, ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, on dit que les membres d'équipage commencent n'importe où sur la route. Hein, donc la route, vous voyez, elle est ici. Donc vous allez placer vos membres d'équipage. Donc, hop, allez, je les place au hasard. Hein. Donc bien sûr, vous prenez la position quand ils sont en mode normal. Vous les placez où vous souhaitez. Après, vous pouvez les placer une fois que vous avez fait toute la mise en place. Ensuite, on va placer 1000 $ sous chaque segment de la piste de temps. Et on va également placer un jeton blessure sur chaque étoile de la piste de temps. Ensuite, je vais placer les 5 cow-boys comme écrit sur la map. Donc les cow-boys sont ici. Et je place un jeton négociation, un challenge, hein, près de chaque cow-boy. Ça permettra en fait, quand on sera près de ces cow-boys, on va essayer de négocier avec eux. J'ai placé mes 5 cow-boys, j'ai placé les jetons négociation, hein, qu'on voit ici. Ensuite, on me demande de placer des jetons verrouillés près de chaque porte où il n'y a pas de cow-boy. J'ai placé mes jetons comme indiqué sur la carte. Ensuite, je dois placer un jeton objectif à l'intérieur de chaque bâtiment. Ça va représenter Alors, si, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs l'intitulé de la mission, en fait. Je dois aller sauver un otage. Il y a un otage qui est dans un des bâtiments, je ne sais pas où, je dois aller le sauver. Bien sûr, le ramener vivant. Hein, mais tout ça, ils en parlent après. Donc, je dois placer un jeton objectif dans chaque bâtiment qui représentera éventuellement l'otage à sauver.
C'est fait, les jetons objectifs sont placés dans chaque bâtiment. Donc maintenant on a le descriptif de la mission, c'est vrai que j'aurais pu le mettre avant. Donc là, il faut libérer donc un otage. L'objectif, c'est on a 50 unités de temps, 50 temps pour localiser l'otage et négocier ou libérer l'otage par nos propres moyens. Et le scénario se termine lorsque tous les membres d'équipage et l'otage sont sur la piste d'hélico. Ensuite, on explique que quand on va trouver l'otage, systématiquement, tous les, tous les, tous les thugs, hein, là c'est précisé uniquement les thugs, passeront en alerte, hein, c'est-à-dire pas les cow-boys, mais uniquement les thugs. Ce sera une alerte automatique. Voilà. Et l'otage sera symbolisé par ce jeton corps. Il sera considéré après comme un objet lourd. Donc bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a aussi comme action, vous pouvez déplacer, quand vous déplacez un objet lourd. Donc l'otage aura également un certain nombre de points de vie. Ces points de vie dépendront tout simplement du nombre de points de blessure restant sur le plateau. Plus on ira loin dans le temps, plus il commencera à s'affaiblir. Néanmoins, on peut toujours le sauver, c'est noté ici, hein, on peut lui redonner jusqu'à 4 points de vie. Si bien évidemment l'otage meurt, si on a perdu, en gros, si on est arrivé à la piste, qu'on ne l'a pas libéré, il est mort et de toute façon on a perdu le job. Ensuite, donc, dans les règles spéciales du job, hein, donc là c'est en plus des règles du jeu, à chaque fois qu'on fera un challenge de négociation, que l'on rate ou que l'on perde déjà, on défaussera le jeton. Si jamais on gagne, on gagnera un jeton Intel, information. C'est exactement pareil si on fait un test. Alors, test mécanique, c'est différent puisqu'on n'a pas de jeton particulier. Mais quand on sera au terminal, c'est pour aller essayer de rechercher des informations, de glaner des informations. Quand on réussira le test, on gagnera aussi un jeton Intel. Bien évidemment, on ne défaussera pas par contre le terminal. On pourra continuer à refaire des recherches au prix à chaque fois d'une action. À chaque fois qu'on va qu'on va dépenser un jeton information, on va venir piocher un jeton numéroté qu'on a mis de côté. Admettons ici, j'ai pioché le 2. Donc, ce qu'on fera, c'est que dans le bâtiment numéro 2, qui se trouve ici, on va venir défausser le jeton objectif. On défaussera exactement le jeton numéro 2. Ça veut dire que dans ce bâtiment, on est sûr qu'il n'y aura pas l'otage. Hein, c'est de cette façon, en fait, qu'on va réussir à trouver l'otage. Enfin, en partie. Hein, il y a d'autres façons, je vais vous expliquer après la suite. Voilà. Donc, en fait, si vous rejouez après la mission, il ne sera pas forcément au même endroit. Alors, ce qu'ils expliquent aussi, c'est que, en gros, en se servant de nos yeux, on peut voir aussi des différentes choses. Alors, quand on rentre dans un bâtiment, on va piocher donc bien sûr un bâtiment qui a encore son jeton objectif, hein, c'est-à-dire où on ne sait pas si l'otage est là ou pas. Quand on va rentrer dans un bâtiment, on va piocher un jeton. Admettons, j'arrive dans le bâtiment 7, je pioche le 5. À partir du moment où il y a plus que 1, plus ou moins 1, plus que plus ou moins 1 sur le numéro, donc là de 5 à 7 ça fait plus 2, dans ce cas-là, ça veut dire que sur le bâtiment 7, il n'y a rien, on retirera l'objectif, on ira chercher dans le sac le jeton numéro 7 qu'on défaussera, et le 5 on le remettra de nouveau. Si maintenant je pioche le numéro 5 et je suis dans le bâtiment numéro 6, dans ce cas-là, ce qu'on fera, on défaussera le jeton objectif. Bien évidemment, l'otage ne sera pas là, hein, on n'aura qu'une différence de plus ou moins 1. Par contre, on viendra placer un jeton caisse et on mettra également un thug à côté. Hein, donc un thug, et on passera, les membres d'équipage qui seront dans ce bâtiment à ce moment-là passeront en mode héroïque. Ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir très rapidement une baston avec le voyou. Toujours pareil, si on a pioché le 5, qu'on est dans le bâtiment 6, on viendra remettre le 5 dans notre sac, dans le bol, là où vous voulez. On récupère le numéro 6 qu'on défausse. Et au fur et à mesure, comme ça, on va réussir à trouver l'otage.
dès qu'on trouve l'otage, on mettra bien sûr le jeton corps que je vous ai montré tout à l'heure. On ajoutera 2 tugs. Et après, ben, forcément, on saura où se trouve l'otage. Lorsqu'un membre d'équipage arrive pour la première fois sur la case étoile, alors un membre d'équipage, hein, pas un thug ni un cow-boy, arrivera, on va jeter un dé à 6 faces. Si jamais on fait le dé malchance, ben, au hasard, on va choisir un bâtiment où on était sûr qu'il n'y avait pas d'otage, et on va remettre de nouveau ce bâtiment en service, c'est-à-dire on va remettre un jeton objectif, on va reprendre son numéro, son jeton numéroté, on va le remettre dans notre sac, dans notre bol, etc. Ça veut dire qu'en gros, on pourrait considérer que dans ce cas-là, l'otage a pu être déplacé. Si jamais l'otage a été révélé, c'est-à-dire on sait où il est, hein, si on sait où il est, dans ce cas-là, on rajoutera un thug en plus près de lui. C'est-à-dire au lieu d'avoir 2 gardes du corps, en gros, il y en aura 3. Si on fait de 2 à 3, les membres d'équipage qui sont enfin, le membre d'équipage qui a activé l'événement passe en mode héroïque. On retire le jeton blessure. Alors pareil, hein, sur cette phase malchance, on retire aussi le jeton blessure. Et donc on place un... Si l'otage a été trouvé, localisé, on place également un thug en renfort. Si on fait 4 ou 5, on placera sur le plateau de jeu dans un bâtiment le plus proche du membre d'équipage qui a déclenché l'événement. On placera un thug qui sera tout de suite en alerte. Voilà, donc il faudra qu'il soit dans un bâtiment le plus proche du membre d'équipage sans être en ligne de vue. Je vous reparlerai un petit peu après des lignes de vue sur 2-3 effets de jeu. Et on retirera également le jeton blessure. Et si jamais on fait un 6, hein, le symbole Firefly Serenity, dans ce cas-là, on va piocher un jeton numéroté et on remplacera son jeton objectif par une caisse. Si jamais l'otage a été déjà localisé, on placera une caisse dans le bâtiment inoccupé le plus proche du membre d'équipage qui a activé l'événement. Et là, par contre, on ne retirera pas le jeton blessure. Alors, concernant les dés, quand on jette le dé pour les phases d'événement, il n'y a aucune compétence qui nous permet de rejeter le dé d'événement, sauf si un effet de carte le dit. Et ensuite, si on a réussi la mission, eh ben, on va nous expliquer comment on est payé. Par exemple, donc si le job est réussi, on va compter le nombre de jetons blessures qui restent sur le plateau, et pour chaque jeton blessure, on va acheter un dé 6, et le score, on le multipliera par 100 $. Si jamais vous faites la malchance, 0 x 100, ça fait 0, hein, parce que c'est jamais compté comme un 1. Hein. Et bien évidemment, sur ces jets de dés, pareil, on ne jette pas de dés supplémentaires ou de rejeter le dé. En plus, on va également regarder les pistes de temps, les segments de temps qui n'ont pas été commencés. Et pour chaque piste de temps qui n'a pas été commencée, on récupérera les 1000 $ qui sont en dessous. Hein, admettons qu'on arrive ici, celle-là n'aura pas été commencée, celle-là n'aura pas été commencée, on récupérera 1000 et 1000, 2000 $. En plus, si aucun cow-boy n'a été à terre, si on ne lui a pas enlevé tous ses points de vie, on gagne un extra de 1000 $. Et à la fin de la mission, pour tous les jetons Intel qu'on n'aura pas dépensés, on gagnera 500 $. Ensuite, après, il mesure la victoire. Donc de 0 à 1000, en gros, on a gagné suffisamment d'argent uniquement pour faire le plein de Serenity, du carburant, donc c'est pas top. Si on fait de 1100 à 2500, ouais, ça va pas rentrer dans les annales de l'histoire, mais au moins on pourra manger. De 2600 à 4400, c'est quand même pas mal, même si on aurait pu mieux faire. Mais d'un côté, on peut quand même être fier de nous, et puis au-dessus de 4500, à 4500, et plus, c'est le big score.
Donc voilà, en fait, j'ai envie de dire, c'est cette fiche mission, cette fiche job qui va déterminer la configuration du jeu. Maintenant, je vais revenir sur juste quelques petits points, donc ça va pas durer très très longtemps. Un point qui est important dans ce type de jeu, ce sont toujours les lignes de vue. Alors les lignes de vue, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que derrière, il faut que la case soit entièrement visible. Alors par exemple, on va prendre ces deux-là. Donc là c'est Malcolm et le cowboy ici. Alors je m'en fous du mode héroïque pour l'instant. On va regarder, alors moi j'ai un petit laser comme ça qui va très bien. Donc là on voit qu'il y a une ligne de vue. Par contre, si on prend, lui je vais le virer, si on prend Malcolm et le garde qui est au coin d'un bâtiment, systématiquement, vous allez voir là, un moment, si on prend un coin, c'est-à-dire on prend l'angle ici et l'angle ici, ben on passe par un bâtiment, la ligne est coupée. Alors que si on se prend là, on est bon. Ce qui veut dire que si jamais Malcolm veut tirer sur le cow-boy a une couverture. Dans ce cas-là, quand il y a une couverture, on doit rajouter 3 au résultat que l'on doit faire. Donc je vais revenir après sur les tirs. C'est un peu particulier les tirs. Et bien sûr, si le cow-boy était ici, là clairement, vous voyez, même si on se met là c'est juste, mais on considère qu'il n'y a pas de ligne de vue. En gros, à partir du moment où il y a plus de la moitié qui est cachée, il n'y a pas de ligne de vue. Alors chose qui est importante aussi, alors qui ne va pas être forcément à voir, pourquoi? Parce que les portes sur ces bâtiments, on ne peut pas les ouvrir comme ça, c'est-à-dire on ne peut pas les représenter ouvertes. Il faut quand même savoir que, admettons que Malcolm soit là, il a une ligne de vue sur le cow-boy, il peut lui tirer dessus. Si par contre le cow-boy lui tire dessus, à partir du moment où il est dans l'embrasure de la porte, même si là c'est droit, on considère que Malcolm est à couvert. Et donc c'est valable aussi, hop, si vous avez par exemple ce cow-boy qui est là, et Malcolm qui est là, il y a une ligne de vue, mais le cow-boy ici sera quand même à couvert. Ça veut dire qu'un cow-boy, même de l'autre côté de la porte, ou un membre d'équipage, ou un truc, pourra toujours tirer. Alors, pour toujours tirer, non. Pourquoi? Parce que les thugs, eux, c'est systématiquement du combat au corps à corps. Sur leur carte, je vais en reprendre une, c'est précisé, brawl. Brawl, c'est la bagarre, c'est le corps à corps. Alors que si on regarde les cow-boys, eux, shoot, donc tir à distance, et ça c'est s'ils sont à proximité adjacent à un membre d'équipage. Après, lorsqu'on va activer les cow-boys ou les thugs, donc ça c'est quand ils voient des héros qui sont en mode héroïque, quand ils les voient, dans ce cas-là ils joueront, prioritairement ils feront ces actions-là, donc ils en feront 2, mais toujours dans cet ordre-là. S'ils ne peuvent pas faire celle-là, ils feront celle-là, s'ils ne peuvent pas faire celle-là, ils feront celle-là. Voilà, donc c'est marqué, ici il se déplacera uniquement si il est à plus de 6 cases de la cible. Et là on va y revenir pourquoi? Parce qu'en fait la gestion des combats, le résultat, notamment pour les combats à distance, lui va dépendre du nombre de cases qui séparent l'attaquant de sa cible. On va prendre un exemple ici avec Malcolm et le cow-boy. Malcolm a une ligne de vue. Et il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases de sa cible. Ça veut dire que pour son jet de combat, il devra faire un résultat de 6. S'il était 1, 2 à 2 cases, il doit faire un résultat de 2. Et s'il était ici, il aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut faire 8. Voilà. Donc ça, c'est pour les combats à distance. Alors, admettons, il y a un thug et Wash qui sont au corps à corps. C'est au thug de jouer, il dépense 2 unités de temps et il l'attaque. Donc dans ce cas-là, on va retourner la carte du thug et on voit qu'il a plus 2 en combat. Alors là, c'était Brawl, c'est forcément corps à corps. Il a plus 2 en combat. Si on regarde Wash, il a 1, plus 1 en combat.
Ça, on regarde pas ça, hein. Ça, c'est si lui attaquait, hein, ce que ça lui coûte. Il faut savoir que là, Wash, c'est le défenseur. Un défenseur, ça ne lui coûte jamais d'unité de temps pour se défendre et il peut toujours se défendre, même s'il n'avait pas de symbole, hein. Donc, on va jeter un dé marron pour Butcher, hein, puisque sur son symbole d'attaque, il n'y a qu'un seul dé. Et on va jeter le dé blanc pour Wash. Alors, que ce soit marron ou blanc, ils ont les mêmes faces. On va rajouter, donc on rajoutera 2 à Butcher et 4 et 1 à Wash. Donc, je vais jeter les dés. Voilà, je fais 5 et 5. Donc 5 et 2, 7. 5 et 1, 6. Butcher remporte le combat. Il inflige une blessure à Wash. Alors, Wash, il est forcément comme ça. Pourquoi, hein? Parce que s'il était de l'autre côté en civil, en gros, en ordinaire, il ne peut pas être attaqué, puisqu'il n'a rien à se reprocher. Hein, voilà. Donc là, il perd un point de vie. Maintenant, admettons si ça avait été ça. Donc 3 et 2, 5, 5 et 1, 6. Wash aurait infligé un point de vie à Butcher. Admettons qu'au départ, Butcher, de son tour, il était déjà au corps à corps. Donc sa première action, c'était ça. Deuxième action, eh ben, on revient là. Et il fait une attaque de nouveau. On jette les dés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a 5 et 2, 7. Et là, on a 6 et 1, 7. Sauf que comme il a fait une Serenity, il peut rejeter le dé. Et là, il refait une Serenity. Donc ça fait 6 et 6, 12 et 1, 13. Il inflige un dégât. Hein, il pourrait jeter 10 fois le dé, il fait 10 fois Serenity. Même s'il fait 60 points d'attaque, il ne fera qu'un seul dégât. Bien évidemment, quand lui n'a plus de points de vie, on retire sa carte enfin, on remet sa carte de côté et on retire sa figurine du plateau. Il pourra revenir un peu plus tard s'il y a un effet de jeu qui fait venir un thug. Ça, c'était pour les combats. Si jamais, admettons, je reprends ça, les deux font ce résultat-là. Donc 0 plus 2, 2, 0 plus 1, 1. Butcher, en théorie, aurait gagné le combat. Sauf qu'à partir du moment où on fait un dé de malchance, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de blessé. Hein, peu importe le nombre de points de capacité que l'on a. Voilà, donc, en fait, ce dé, alors, ce qu'on appelle dans les jeux de rôle, hein, si vous voyez un petit peu de temps en temps la chaîne le roll and play par exemple, bah ça en gros c'est ce qu'on appelle un fumble. C'est un raté. Et bien sûr, si un héros tombe à 0 point de vie, dans ce cas-là, il sera au sol. Hein, il ne meurt pas, on ne meurt pas dans ce jeu. Alors, on va supposer que c'est Wash. Hein. Wash donc était en héroïque, il a plus de points de vie. Dans ce cas-là, il ne va pas être éliminé du jeu. Il sera dans un premier temps au sol et on va prendre une carte comme quoi il est au sol. Et cette carte-là, vous viendrez la placer ici. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir ces actions-là, en étant au sol, il pourra uniquement faire ça. Donc se déplacer d'une case pour 2 événements, pour 3, soigner une blessure, et pour 2, il pourra retirer cette carte, bien sûr à condition d'avoir au moins déjà récupéré un point de vie. Voilà. Et vous voyez, un personnage qui est au sol ne peut pas utiliser d'équipement. Il est trop faible. C'était la présentation de Firefly Adventures, un petit jeu très sympa et à un prix vraiment très, très abordable, hein, 44 € chez Philibert. Alors, bien sûr, il a quelques petits défauts, mais c'est un Ameritrash que je trouve très sympa et surtout si vous aimez l'univers de Firefly, ça vous permet de rejouer ces héros et moi je le trouve très sympa. Après, le petit point faible qu'il y a, c'est qu'il n'y a que 4 missions dans la boîte de base. Vous en avez 4 par extension. Mais sur BGG, vous pouvez trouver 5 ou 6 missions supplémentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette explication n'a pas été trop longue, ne vous a pas trop embrouillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si éventuellement vous voulez une partie ou un début de partie, ben faites-le moi savoir. Donc je ne vous promets pas de le faire tout de suite, mais j'essaierai de le faire quand même avant la fin de l'année. Allez, salut et portez-vous bien.